Celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences sont au micro de Monaco Info. À l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ces professionnels nous racontent comment retrouver le chemin de la liberté, comment passer de l'ombre à la lumière. Avec nous, Nicole Orao, assistante sociale au sein de la direction de l'action et de l'aide sociale. Bonjour. Bonjour. Je me disais, en préparant cet entretien, à quoi ça ressemble le premier contact d'une assistante sociale avec une victime de violence? Est-ce que c'est tout de suite, on entre tout de suite dans le vif du sujet? Alors, tout de suite dans le vif du sujet, si la personne est elle aussi dans le vif du sujet. Parce que très souvent, on a deux types de contacts qui sont très différents. On a les femmes qui s'adressent à nous parce qu'enfin, elles trouvent que ça commence à être insupportable ce qu'elles vivent. Elles sont prêtes à entendre quelles peuvent être les solutions, quelles peuvent être les voies de sortie qu'on peut leur mettre à disposition. Et puis, il y a toutes les autres qui viennent pour une autre demande et dont on s'aperçoit qu'elles ne vont pas bien, que c'est compliqué, qu'elles peuvent ne pas venir souvent, qu'il ne faut pas en parler au mari. Et celle-là, il ne faut pas du tout instaurer une relation de front, mais bien se mettre à disposition, leur expliquer et sentir que c'est peut-être compliqué ce qu'elles sont en train de vivre, mais que nous sommes là, que c'est arrivé à d'autres, que ça peut nous arriver à nous. Moi, c'est souvent quelque chose que je dis aux femmes que je rencontre, c'est que ça vous arrive aujourd'hui à vous, ça peut m'arriver à moi demain, et c'est arrivé à plein d'autres, et que ce que l'on vit, on n'est pas coupable de le vivre. Et on revient toujours ça, sur c'est pas ça, facile à l'écouter. Cette culpabilité, oui. Est-ce que ça les freine, cette culpabilité? Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles elles mettent parfois, pas toujours, mais parfois, du temps? Alors, elles mettent beaucoup de temps et j'allais dire, en tout cas, c'est quelque chose que l'on voit, plus les femmes qui sont victimes de violences, qu'elles soient financières, mais... Oui, parce qu'il n'y a pas que la violence physique. Pardon, je vous interromps, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas que la violence physique. Il peut y avoir d'autres formes de violence, dont la violence financière est l'une des plus difficiles. Tout à fait, et la plus difficile à reconnaître, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, notamment ici à Monaco, de personnes et de couples où il y a suffisamment de moyens pour que ce soit facile que la femme arrête de travailler pour s'occuper des enfants ou pour mener une jolie vie faite de voyages, de caritatifs. Et ces femmes-là, elles n'ont pas... tant que c'est l'idylle et tant que l'histoire est belle, elles ne mettent pas d'argent de côté, elles ont abandonné leur métier, elles ont abandonné pour beaucoup leur pays ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger. Et quand la relation devient toxique et dangereuse, eh bien, elles n'ont plus d'insertion sociale, plus d'insertion professionnelle. Et c'est un vrai souci. Ils ont un barrage de langue aussi parfois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il n'est pas rare, nous avons reçu et nous recevons très régulièrement des gens qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas appris le français parce que ça n'est pas strictement nécessaire dans leur milieu social. Et après, aller trouver du travail quand vous ne parlez pas français, même si on est un pays très polyglotte et très anglophone aussi, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne permet pas d'avoir accès à tout, c'est-à-dire que les enseignants, il faut que monsieur soit là pour faire éventuellement la traduction. On n'a jamais eu besoin de faire des démarches auprès des différents services administratifs. On ne sait pas comment immatriculer une voiture, on ne sait pas s'il existe une couverture sociale, on ne sait pas quels sont les droits. Elles ne sont pas du tout au fait de ce qu'est la société dans laquelle elles vivent. Tout à fait, et pas préparées. Et c'est vrai que là, c'est un atterrissage extrêmement difficile. Et je crois que c'est très important aussi, nous les acteurs de terrain, de dire à ces femmes de ne pas leur mentir plus exactement. Moi j'ai le souvenir
d'une personne qui m'a vraiment marquée avec ma collègue quand nous réfléchissions à ces interventions. Nous pensions à cette femme que l'on a rencontrée à l'hôpital dans les suites d'une tentative de suicide et qui disait je vais le quitter et enfin je vais être heureuse. Alors en réalité oui, mais au bout du chemin, parce que là... Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite, et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est-à-dire on n'a pas un effet de on-off, je le quitte et enfin je vais aller mieux. Non, je le quitte, ça va être compliqué, ça va être difficile. Évidemment, si on est victime de violence, la violence elle va s'instaurer dans la procédure de divorce, dans la procédure de séparation, dans les démarches pour la garde des enfants. Ouais. Donc en fait c'est un parcours très compliqué. Des échanges que vous avez avec elle, est-ce que vous avez l'impression qu'elles se sentent seules, isolées ? Alors oui, parce qu'elles partent du principe que ce qui leur arrive n'est pas arrivé à d'autres. Ce qui est assez vrai d'ailleurs, chacun vit son parcours de souffrance, mais aussi elles croient que l'on ne peut pas le comprendre. Et c'est vrai que ça... elles se sentent seules parce qu'elles sont coupables d'avoir accepté que la violence s'instaure, coupables de ne pas voir venir, de ne pas avoir éventuellement protégé les enfants de ça. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais ces femmes-là, elles ont souvent cette charge mentale supplémentaire de protéger leurs enfants, puisque généralement une violence ne s'adresse pas qu'à elles, au bout d'un moment. Oui, mais quelquefois aussi, elles ont l'enfant en protection. Et c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus on a conscience que c'est une violence familiale. On ne dit plus violence conjugale. D'ailleurs on dit violence familiale parce qu'effectivement elles protègent leurs enfants en dirigeant la colère de leurs compagnons sur elles, mais quelque part aussi, les enfants les protègent. Moi, il n'y a pas si longtemps, une dame nous disait qu'elle avait quitté le lit conjugal, la chambre conjugale, en disant quand je dormais avec le petit, au moins il ne me frappait pas. Voilà, parce qu'il y avait encore cette barrière du papa de ne pas... de pas le dire alors à son fils. Voilà, ou de ne pas se faire voir et de se faire entendre. D'ailleurs, cette dame-là est partie dès lors que ça ne suffisait plus d'être dans la chambre des enfants et qu'il arrivait à ouvrir la porte à 3h du matin pour demander à ce qu'on lui fasse un plat de pâtes et que pour l'obtenir, il donnait des coups de pied dans sa femme qui dormait avec les enfants. C'est ça qui a déclenché le fait qu'elle parte. Voilà, ça c'était... Oui, parce que quand elle décide de partir comme ça, est-ce que ça ressemble à un grand saut pour elle ? Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est de prendre ses valises et ses enfants et de partir ? C'est quoi le plus dur ? Alors, c'est effectivement, quand il y a des enfants, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est priver les enfants de leur papa. Et la plupart du temps, c'est un bon papa. Ça arrive même sans les violences. Voilà, tout à fait. Parce que c'est toujours un bon papa, c'est toujours un bon mari, sauf quand il frappe, sauf quand il abuse, sauf quand il est sous substance qui altère son comportement. Son comportement ou sa volonté. Donc... c'est un parcours du combattant parce que en général elles partent avec les enfants et du coup on modifie tout et quand on a encore plus un bon statut social, on va se trouver dans un hôtel pour quelques jours, on va se trouver hébergé par de la famille, on va se trouver en foyer ou même en appartement d'urgence, ce que l'on propose. Les enfants n'auront plus leur chambre, ils n'auront pas leurs jouets dans un premier temps et elles ont beaucoup de culpabilité à ça. Parce qu'il arrive que les enfants le vivent mal en plus. Tout à fait. Tout à fait. Et puis elles savent bien qu'après, il y aura un comparatif entre chez papa et chez maman. Et ça, dans le rétablissement qu'elles font, c'est compliqué. Parce que chez papa, on peut avoir la dernière PlayStation, on peut avoir une grande chambre, on peut avoir des tas de jouets. Et puis maman, elle n'a pas encore de travail. Et puis elle n'aura peut-être pas un travail à la hauteur de la situation économique de papa. Donc on n'aura peut-être pas une chambre à soi. On sera peut-être dans un studio. La plupart du temps, on risque de vivre avec des tickets alimentaires et des aides qui sont toutes petites. Et ça, les enfants
auront du mal à le comprendre. Quand bien même ils seront satisfaits que papa et maman se disputent plus, c'est pas vendeur pour eux et c'est compliqué pour les mamans de le supporter, quoi. Ouais. Ouais. Elles ont ces moments d'hésitation. Oui. Oui. Et ces moments de regret aussi. Ce moment où, par exemple, elles sont conscientes qu'elles n'ont pas d'argent, puisque la plupart du temps, c'est le cas. Il existe très peu de couples ayant eu violence où quand ce sont les hommes, bien sûr, qui ont la partie la plus belle au niveau financier, qui donnent une pension d'emblée ou qui assument d'emblée la charge des enfants. Ils refusent, c'est ça ? Ils refusent. Tu as voulu partir, tu assumes. C'est la plupart du temps, c'est ça. Et si c'est pas dit comme ça, c'est je veux pas que par l'intermédiaire des enfants, tu puisses profiter de mon argent. Donc, là aussi, il n'y a pas besoin de violence. Tout à fait. Donc effectivement, je ne verse pas de pension, je n'achète pas les chaussures qu'il faudrait, je ne prépare pas la rentrée scolaire. Et du coup, ces femmes, elles en sont par exemple à ne pas avoir ne serait-ce que 20 € pour acheter le cadeau de la fête d'école parce que le petit copain a invité le petit pour un anniversaire. On ne peut pas y aller parce que ça se fait d'emmener un cadeau et elles n'ont pas l'argent pour amener le cadeau. Donc, à ce moment-là, ce qui est compliqué, c'est qu'elles ne reviennent pas en arrière. C'est, quand je vous parlais d'hésitation, je pensais un peu à ça. Je me disais, vous dépeignez une situation et qui est certainement illustrée dans votre tête d'exemple. Oui. Est-ce qu'il y a eu des retours en arrière ? Est-ce qu'elles sont revenues ? Oui, il y en a, oui. Il y en a, mais elles reviennent en arrière, puis quelquefois elles repartent. On n'arrive pas toujours à faire les choses du premier coup. Non, ça, c'est vrai. C'est ça. Et puis, elles reviennent en arrière aussi parce qu'elles sont, elles sont tentées de rétablir un équilibre qui leur était pas favorable, mais qui globalement tenait le coup pour la famille. Ouais, c'est vrai que... c'est un sens du devoir aussi. C'est ça. Et pour les enfants, c'est plus simple. Et puis, leur père va leur manquer. Et puis, en général, dans ces cas-là, monsieur promet qu'il changera. Il y a une dynamique qui va s'instaurer pour quelque temps. On va éventuellement faire une médiation familiale. On va changer parce que un peu. Quand elles reviennent en arrière, vous ne les lâchez pas. Alors, non, on essaye de ne pas les lâcher. Mais après quelques-unes ne souhaitent plus avoir contact avec nous. Parce que là aussi, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité à quitter, mais à quitter aussi l'équipe qui les a prises en charge. Et c'est tout l'art du travailleur social de ne pas juger, de continuer de dire que c'est votre choix qui nous inquiète. Ce qu'il faut, c'est surtout donnez-nous des nouvelles, garder le lien, quoi. Garder le lien, oui. Parce que au second essai, ce sera plus vite fait et ce sera plus solide. On gagnera du temps et peut-être que là, on accrochera quelque chose. Parce que c'est vrai que la personne à qui vous allez dire « Ah ben maintenant, c'est comme ça, si vous y retournez, c'est tant pis pour vous », et on serait tellement tenté de le dire, parce que c'est vrai que c'est rageant. Après quelques mois où elles ont pris la peine de se reconstruire, où elles vous disent « ça y est, enfin, je dors bien, je suis plus sur le qui-vive sans arrêt, je vis mieux. » J'ai plus mal. Alors j'ai plus mal, elles le disent très peu. Elles le disent très très peu. Ça, c'est... Cette violence ne leur fait pas mal alors ? Non. Elles n'ont pas conscience du mal que ça leur a fait. Quand bien même c'est de la violence physique, elles disent je vais mieux, mais après ça part. J'ai le souvenir d'une dame dont l'époux lui avait causé des blessures allant jusqu'à l'amputation, par exemple, d'un doigt, et qui disait ça va, maintenant je vais bien, et elles oublient cette douleur. Elles gardent le souci administratif, le souci des démarches, le poids de tout ce qu'il faut faire autour. La responsabilité, en fait. Oui. Mais pas la douleur. C'est assez rare qu'elles y reviennent. Et il faut le leur rappeler en disant, mais souvenez-vous, quand vous êtes arrivés, vous étiez blessés, vous étiez... Ah oui, c'est vrai, mais il faut le leur rappeler. Elles l'occultent, je pense. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, la recette pour être
un contact, ou en tout cas un lien, ou pour avoir un lien avec ces femmes-là, c'est une recette d'écoute, certainement, de patience, certainement, mais est-ce qu'il y a une recette particulière? Est-ce qu'il y a une empathie particulière pour ces femmes ou pas? Alors, je crois que, en tout cas, c'est ce que je prêche et qui marche pas trop mal, c'est le compagnonnage. C'est se dire que quand elles s'adressent à nous, nous ne sommes pas les professionnels sachants qui vont leur indiquer la bonne voie, qui savent ce qui est bon pour elles ou ce qui ne l'est pas. C'est de leur dire, écoutez, moi je suis une femme à côté de vous, je vais mettre tout ce que je peux savoir, tout ce que je peux être pour vous aider, pour arriver à ce qu'ensemble, vous teniez le coup. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Il y aura certainement des mouvements d'inquiétude, des mouvements d'effondrement. Moi, je serai là, je ne vous lâcherai pas la main. On fera ensemble, à votre rythme. Et vous ne me décevrez pas, parce que là aussi, si elles repartent, c'est j'ai fait une bêtise, vous n'allez pas être contente de moi. Ça arrive qu'elles vous disent, Nicole, vous n'allez pas être contente? Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc elles ont ça en elles. Tout à fait. Et oui, elle transfère la culpabilité là où elle était avant dans le couple. Ouais. Elle est dans la relation d'aide. C'est-à-dire, vous m'aviez dit de ne pas le faire, j'ai pas pu, j'ai pas osé, j'ai pas fait. Vous allez me gronder. Quelquefois, j'entends ça aussi. Et pas de jeunes... moi, maintenant, je commence à être un peu âgée, mais même des personnes de mon âge, ou voire plus vieilles. Vous allez me gronder, j'ai pas fait ça. Mais non, je vais pas vous gronder. Si vous l'avez fait, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. Vous n'aviez pas envie d'être autrement à ce moment-là. Oui. C'est pas grave. On va changer, on va faire autrement, on va retrouver une autre piste, notamment quand il s'agit de s'insérer aussi. C'est vrai qu'on est obligé de les inscrire dans une temporalité. L'hébergement d'urgence, comme son nom l'indique, c'est une urgence. Il faut que ça reste limité dans le temps. Or, certaines sont tellement détruites à l'intérieur que notre temps n'est pas le leur. Et donc, c'est vrai que toutes les pressions que l'on va leur mettre, qui sont des pressions positives, maintenant vous êtes en forme, vous allez pouvoir, vous dormez bien, vous n'avez plus d'inquiétude, vous allez pouvoir chercher du travail. Et là, c'est aussi le risque d'effondrement, c'est-à-dire mais je ne vais pas être capable, je ne vais pas être capable et je vais vous décevoir. Et quelque part, si je vous déçois, ça renvoie à l'image de la déception qu'elles ont pu avoir dans les yeux du couple. Et donc, elles ont peur que vis-à-vis de nous, on soit à leur reprocher des choses. Donc c'est vraiment, je crois, le plus important, c'est ce compagnonnage. C'est d'être à être ensemble. On va essayer de faire à ce que vous alliez mieux, ce que les enfants s'apaisent et que la relation, si tant est que ce soit possible, s'apaise aussi avec votre ex-compagnon pour que tout reparte du bon pied. Mais c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Oui, j'allais dire, c'est quoi? C'est du 24/7, ça, c'est n'importe quand. Elles ont votre contact, elles peuvent vous appeler? Alors, nous n'avons pas d'astreinte le week-end, mais effectivement, on garde la possibilité d'envoyer un message par SMS. Et puis, on crée les conditions de sécurité. C'est vrai que nos appartements sont protégés. Ils sont, quand les personnes arrivent, elles sont dans un appartement pas loin de notre bureau. C'est, j'allais dire, open bar. Tant qu'on est là, elles descendent, elles viennent nous voir. Ça peut être 3 fois dans la journée quand elles arrivent, et puis plus du tout pendant 15 jours. Donc, on crée les conditions de sécurité intérieure pour elles, qui font que pour l'instant, on n'a jamais eu, Dieu merci, et j'espère que ça va durer, à intervenir en catastrophe la nuit. Voilà. Donc, et c'est important de n'être qu'entre femmes? Alors, c'est une vraie question. Il se trouve que l'équipe actuelle est composée que de femmes, et on se pose toujours la question de réintroduire un peu l'homme bienveillant. Je crois que ce serait bien. Changer l'image de l'homme aussi. Oui, tout à fait. Parce que quelque part, ces femmes-là, alors on ne va pas faire ici de la psychologie, mais quelque part, ces femmes-là, elles ont besoin de quelque chose dans les yeux des hommes. Parce que sinon, elles ne seraient pas dépendantes de ces... c'est pas un jugement d'ailleurs, c'est un état de fait. On a tous besoin de se sentir valorisé, de se sentir valorisé. Oui. Et donc, est-ce que le fait qu'il y ait des hommes dans l'équipe, ça pourrait apporter quelque chose ou pas?
Voilà. Alors, moi, je pense que ça pourrait, en tout cas, les rassurer sur le fait que l'homme soit bienveillant, qu'elle n'ait pas à être dans la performance un peu sexiste, hein, de se laisser avoir, parce que ça aussi c'est très important. La destruction de l'image de soi, elle passe par l'image corporelle, elle passe aussi par la violence psychologique. Tu comprends rien, t'es pas doué, t'es même pas capable de faire les devoirs aux enfants, tu sais même pas parler, etc. Et de pouvoir exister en tant que femme à femme, voilà, elles peuvent venir en pyjama, en jogging au bureau, et s'il y a un homme, elles le feront pas. C'est vrai, parce que elles sont persuadées qu'il faut se tenir autrement. Et c'est vrai que s'il y avait un homme avec nous, je pense que ça aiderait un peu à changer la dynamique pour ces femmes avant la sortie de l'hébergement. Ouais. Après, c'est compliqué de trouver dans nos métiers, comme dans le médical, il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein, mais c'est vrai que ce serait intéressant, en tout cas, oui. Oui, avant nous, c'était un homme. Hein. Il y a eu 2 hommes qui se sont succédés à l'hébergement. Ça se passait très très bien aussi parce qu'ils avaient une bonhomie, une bienveillance qui faisait qu'ils n'étaient pas dans la caricature de la masculinité triomphante et du coup, ils n'inspiraient pas d'inquiétude à ces femmes. La question que je me pose, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'il leur faut à elles, qu'est-ce qu'il vous faut à vous? Parce que c'est la charge mentale, elle est aussi chez vous à la fin. Bien sûr. Alors, c'est la confiance que les hébergés nous accordent. C'est le fait de pouvoir dire... d'être consciente qu'elles peuvent s'adresser à nous sans jugement, c'est de les voir se reconstruire tout simplement, d'être plus apaisées, de venir... de moins en moins nous voir en disant je vous ai pas dérangé parce que là je me suis dit que le dossier c'était le même que l'année dernière, donc je l'ai fait toute seule. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? C'est la confiance retrouvée qui nous paye de l'investissement de notre temps et de notre énergie. C'est de pouvoir avoir des personnes qui sont parties, et il y en a beaucoup qui reviennent régulièrement nous donner des nouvelles, qui passent au bureau. J'ai très récemment, nous avons eu le plaisir de recevoir une jeune femme qui est maintenant mariée avec 2 enfants, qui est venue nous présenter son bébé dernier-né en disant je dis toujours à mon mari, méfie-toi, parce que si un jour ça va pas entre nous, moi je garde contact avec les dames de l'hébergement, et puis ça se passera pas comme ça a pu se passer par le passé. Et ça, c'est ce qui nous donne l'envie tous les jours d'y retourner, de continuer. Quoi. Ce que vous venez de dire, en fait, c'est un formidable message d'espoir quand vous parlez de cette jeune femme qui maintenant est mariée avec des enfants. Ça veut dire que cette route semée d'obstacles compliqués dont on parle depuis le début, elle a aussi un point possible d'arrivée qui est le début d'autre chose. Oui, la difficulté étant de les assurer que même... Alors souvent, je prends cette image, la lumière est au bout du tunnel, sauf qu'il y a des tunnels qui sont coudés, et quand on est dedans, on ne voit pas la lumière du premier coup. Donc tout le travail de maillage autour de la prise en charge des femmes victimes, c'est bien de leur dire qu'elles peuvent avancer dans le noir, même si elles ne voient pas encore l'issue du tunnel. Il y a une issue à ce tunnel, et que nous, on sera là pour leur tenir la main tout autant qu'elles ne le verront pas elles, et qu'elles se sentiront pas assez fortes pour faire le chemin toutes seules. Et vraiment, il n'y a pas d'histoire où il n'y ait pas de solution, quitte à ce que ce soit difficile, quitte à ce que ce soit long, quitte à ce que ce soit compliqué, mais on arrive toujours à tricoter quelque chose qui va permettre que enfin on sorte de cette spirale et que on se reconstruise, même s'il faut s'y prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme on disait tout à l'heure, on finit par y arriver. Mais Nicole, pardonnez-moi si ma question mais se sortir de la spirale, c'est se séparer quand même. Oui, tout à fait.
Il n'y a pas eu d'exemple où la chose s'est solutionnée sans séparation. Alors j'aimerais vous dire oui. Mais non. Je pense que nous avons un biais de recrutement, mais non. C'est extrêmement compliqué et il faudrait vraiment, je pense, l'accord des deux personnes et une vraie volonté, j'allais dire, plus de l'auteur que de la victime pour que les choses changent. En revanche, ce que l'on réussit bien, c'est à suffisamment apaiser la situation pour que l'on n'ait plus de couple, mais un couple parental qui continue d'exister. Qui fonctionne. Voilà, et qui fonctionne bien pour le coup, après 2 ou 3 ans, après toutes ces difficultés, après toute cette attitude de revanche que l'on peut avoir l'un envers l'autre d'ailleurs. Il m'a fait du mal, je vais passer sur rien, elle m'a quitté, tant pis pour elle. Mais au bout de quelques temps, si on est assez apaisé soi-même, si ces femmes arrivent à sortir du reproche, de la revanche, et que les hommes ont plus d'enjeux envers leurs femmes, alors on peut vraiment faire en sorte que le couple parental trouve une juste place, que les exercices de droit de visite se passent sans difficulté, que la pension soit versée correctement, que les enfants s'épanouissent et acceptent pour le coup qui est chez papa et chez maman et que l'on puisse être heureux des deux côtés. Mais effectivement, une séparation réussie, elle peut exister après toutes ces turbulences, oui. Écoutez, j'imagine que c'est votre vision à vous du passage de l'ombre à la lumière. Hein. C'est ce moment-là où on est passeur et où on tient la main, le temps de pouvoir cheminer vers la lumière. Oui. Eh bien, merci Nicole, merci beaucoup. Merci à vous de nous donner la parole.